Alors il y a un autre truc pour exterminer, enfin pour arriver à la gouvernance globale dans la soumission généralisée, qui est un sujet dont on parle très peu, parce qu'il est mal pensant, et qui est le sujet sur lequel j'insisterai d'ailleurs bientôt, qui est l'extermination des classes moyennes. Car en réalité, toute l'idéologie de gauche nous fait croire que les classes moyennes sont réactionnaires, et que la classe potentiellement révolutionnaire, c'est le prolétariat. En réalité, c'est assez abusif, car le prolétariat, c'est le monde des salariés, n'ont jamais été automoteurs. Ils ont toujours été manipulés et mus par ce qu'on appelle des intellectuels, et par des élites qui venaient d'ailleurs, hein, des intellectuels, souvent d'ailleurs cosmopolites, etc. Et la réalité du peuple, je me suis rendu compte en y réfléchissant, puis en lisant aussi Sorel, des auteurs un peu, on ne sait plus trop où classer justement, on se rend compte que la réalité du peuple, c'est finalement la coexistence fatale et pas forcément pacifique, mais coexistence réelle des classes moyennes et du prolétariat. Hein, ça s'appelle le peuple. Et qu'en réalité, on a systématiquement voulu dire au prolétariat que la petite bourgeoisie était leur ennemi, et finalement qu'il fallait qu'ils deviennent une classe révolutionnaire, mais au service finalement d'intellectuels et d'élites, qui ne venaient pas de leur propre rang, ce qui est toute l'histoire du mouvement révolutionnaire. Et en réalité, ce qu'on se rend compte, c'est que les classes moyennes, ce qui définit les classes moyennes, c'est qu'elles sont propriétaires de leurs moyens de production. Et là, Michéa a fait un travail en redécouvrant ce qu'on appelle les populistes américains, c'est-à-dire que les classes moyennes, si on veut être marxiste, sont dans la situation objective et par leur praxis de la conscience. Car en fait, elles sont propriétaires de leurs moyens de production, donc indépendantes, et étant dans la production et non pas salariées, elles sont dans le monde réel et elles identifient les prédations et les violences réelles. C'est-à-dire que quand on est un petit artisan ou un petit commerçant, moi j'ai des copains qui sont passés de gauchistes à patrons de bistrot. Ils se sont mis à voter Front National. Pourquoi? Parce que quand ils sont devenus patrons de bistrot, ils ont vu la violence de l'État, la persécution fiscale, la difficulté de trouver des employés, la méchanceté des tribunaux, des prud'hommes, et ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un baratin gauchisto de gauche qui en fait avait pour but de criminaliser le petit patron. Or en réalité, le petit patron, c'est l'échelle. Je ne dis pas que c'est la solution du monde, mais c'est finalement le plus dur à manipuler. C'est pour ça que quand je parle de patron de bistrot, de chauffeur de taxi, c'est ça. C'est le mec qui est propriétaire de son outil de travail et à qui on ne la fait pas. Alors qu'un salarié, c'est comme un enfant. Hein, il arrive à l'heure, et je parle pareil, un agriculteur propriétaire de sa terre, on ne lui a fait pas. Hein. Le mec, c'est lui, il est son propre patron. Il est dans un réel monde de la liberté et de la conscience. Parce qu'il est dans la réalité de l'économie et dans la liberté de la propriété de ses moyens de production. Et en réalité, un monde libre, c'est une association de petits propriétaires. Ça ne peut être que ça. C'est le monde grec, c'est le monde, d'ailleurs, c'est les trois quarts des mondes primitifs. Et en fait, la droite lutte contre ça, par la logique du capital, et aussi une certaine gauche, par l'idéalisation du mouvement révolutionnaire prolétarien. Et en réalité, ils ont fait le même boulot, d'une certaine manière. Ils se sont d'ailleurs rejoints aujourd'hui, donc il n'y a plus de problème. C'est les intellectuels communistes devenus ultra-libéraux, les Adler, les Kouchner, etc., les 68 plus tard. Et en réalité, j'insiste sur le fait que toute entreprise de gouvernance globale passe par une médiation absolument nécessaire et centrale, qui est l'extermination et la destruction des classes moyennes. Hein, c'est-à-dire des petits patrons, etc. Que peut être n'importe quel immigré qui demain monte un kebab. Hein, je veux dire, c'est pas... voilà. Celui-là, on l'emmerdera, on le persécutera. Et c'est sur les classes moyennes que pèse tout l'impôt, toute la solidarité sociale. C'est eux qui payent pour le RMI, les chômeurs, etc. C'est jamais le grand capital et le MEDEF. Donc il y a une vraie saloperie qui va très loin d'ailleurs, c'est de rendre complice le sous-prolétariat assisté du MEDEF, parce que quelque part, le MEDEF dit on va payer les aides sociales, on va payer le RMI. Le RMI, c'est les petits patrons qui le payent en réalité. Donc c'est aussi une manière de rendre la sous-classe complice de l'hyperclasse. Ce qui implique, et ça sera dans mon prochain livre, un travail complet de ce que c'est que la nouvelle lutte des classes et les nouveaux rapports de classe. On voit en fait qu'il y a une complicité du sous-prolétariat, ce qu'on appelle la sous-classe des assistés totaux, qui vivent que des aides sociales, et de l'hyperclasse, qui a fait voter ces aides sociales, parce que ça permet de dire, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la connivence des parasites. Vous aurez le RMI, les aides, etc. Vous aurez 6 000 balles par mois si vous vous tenez tranquillement. Et ça se fait sur le dos des classes moyennes, qu'on traite de salauds. Et ça, c'est la phrase notamment de Flamby, là, de François Hollande, qui dit je suis désolé, je n'aime pas les riches. Et quand il dit ça, il incriminait des gens qui gagnent 4 000 € par mois. Aujourd'hui, le rôle du Parti Socialiste, qui est sans doute le parti des plus grosses salopards de la Terre, c'est de faire passer, pour les gens qui souffrent et qui gagnent 600 ou 800 ou 1000 € par mois, les gens qui gagnent 4 000 € pour des riches. Un riche, c'est pas quelqu'un qui gagne 4 000 €. Voilà. Et les gens qui font ça le font au service de ceux qui gagnent 400 000 € par jour. Vous voyez? C'est ça la saloperie de la gauche institutionnelle. C'est de monter, comment dirais-je, le prolétariat et le sous-prolétariat contre les classes moyennes. Alors montrer le prolétariat contre les classes moyennes en désignant le patron, on voit très bien que Charlotte Laguillet, il y a le mot patron tout le temps.
Elle ne sépare jamais le grand patron du petit patron, qui sont strictement pas les mêmes. Le petit patron, quand il dépose son bilan, il n'a pas de chômage. Il crève. Et il se bat comme un chien pour maintenir les 3 salariés à qui il verra un salaire, qu'il connaît, qu'il voit tous les jours, dont il est parfois parrain des gosses. On est dans une échelle humaine, on est dans une fraternité de l'économie. Et ça s'appelle effectivement la droite, pour certains enculés de gauche. Hein. Oui, mais cette droite, c'est la petite bourgeoisie, c'est les réactionnaires. En réalité, on se rend compte finalement que c'est les forces de progrès. Et là, on comprend mieux pourquoi, effectivement, des gens comme moi peuvent se rapprocher du Front National. Parce que le Front National, c'est aussi... Et pourquoi Poujade, c'était difficile de savoir s'il était de gauche ou s'il était de droite. Que pourquoi le fascisme, ça peut s'interpréter de plusieurs manières. Parce que c'est aussi les petits patrons en colère. Hein. Et là, je ne vous invite pas à relire Mussolini, mais simplement Michéa et les œuvres de Christopher Lasch, hein, qui c'est insoupçonnable. Et c'est une relecture de qu'est-ce qu'on a raconté sur les classes moyennes, qu'est-ce que sont les classes moyennes réellement, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que la conscience. Et donc, la gouvernance globale a comme projet, qui est un de ses projets centraux, la destruction des classes moyennes. Il ne faut qu'il n'y ait plus que des salariés et des assistés. Hein. Parce qu'un mec qui est propriétaire de sa moyenne de production et qui gagne sa vie par son travail, en dehors du salariat, c'est un individu, au vrai sens du terme, c'est un homme libre au vrai sens du terme, et c'est un mec qui est dans la conscience de la praxis au vrai sens du terme. Hein. Voilà. Et c'est l'insoumis. Et c'est le monde de Audiard et de la France des années 60. Hein. C'est le patron de resto, le patron de bistrot, le chauffeur de taxi, le plombier. Tu vois, le mec, on lui la fait pas, lui. Hein. Et il est dur à manœuvrer, même dans les... C'est dur de le mettre en grève, mais aussi c'est dur aussi de l'envoyer à la guerre, c'est dur de le manipuler. Et dans le système de gouvernance globale, c'est plus facile finalement de contrôler des millions de salariés ouvriers. Il suffit pour ça de dealer secrètement avec 3 leaders syndicaux. Vous voyez, et là, on voit bien ce qui se passe en ce moment avec l'évolution de la CGT. Et ça, c'est mon chapitre suivant. La destruction, pour la gouvernance globale, des réseaux d'opposition traditionnels. On voit aujourd'hui que ce qui représentait le mouvement ouvrier à l'époque, qui était le PCPS, le PS, je crois que c'est clair et net, c'est uniquement des gens aujourd'hui qui représentent les fonctionnaires de l'éducation nationale, donc des salariés tributaires de l'État, qui sont les derniers qui devraient ramener leur gueule dans un processus d'autonomie, hein, sauf certains individus. Ils sont salariés de l'État. Et les mecs, c'est quand même... Les 3/4 des profs qui portent le discours révolutionnaire depuis toujours sont des salariés de l'État. C'est quand même... Déjà dans les années 70, je m'engueulais avec les marxistes profs de fac. De toute façon, vous êtes des fonctionnaires de l'État. Où est-ce que vous êtes rebelle et quelle est votre indépendance, votre marge de manœuvre? Prouvez que vous êtes des révolutionnaires déjà en étant autonome économiquement. Hein, voilà. Donc on est dans ce truc-là. Le PS, ça représente les fonctionnaires de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, les fonctionnaires à la retraite, en fait, quelque part, des petits privilégiés, pas des gros, mais des petits privilégiés, et qui sont dans des logiques corporatistes intégrales. Alors que le corporatisme est l'ennemi de la gauche, si on a une culture politique. Ce sont des corporatistes, en réalité, qui ne disent pas leur nom. Hein. Donc le PS, voilà, c'est liquidation, on ne s'intéresse plus au mouvement ouvrier. Et les revendications ne sont que sur la consommation d'ailleurs, c'est-à-dire plus ou moins de pouvoir d'achat pour acheter. Il faut bien comprendre que la droite patronale peut de temps en temps donner un peu de lâcher sur le côté keynésien, parce que quand il faut relancer la consommation, on peut augmenter les salaires du moment que c'est pour consommer et faire tourner la machine. Donc en fait, on a réduit les revendications qui étaient des revendications de qualité de vie, des revendications de dignité qui correspondent aux protestations des mouvements sociaux de l'époque du syndicalisme révolutionnaire, avec ce qu'on appelait l'aristocratie ouvrière. C'était Sorel, c'était Proudhon, c'était Blanqui, c'était Berthe. C'était pas juste des augmentations de salaire pour des travailleurs à la chaîne, pour qu'ils puissent effectivement faire marcher les stations de sport d'hiver, parce qu'à un moment donné, il faut aussi que les prolos puissent faire du ski pour pas que les stations de sport d'hiver fassent faillite et qu'on rembourse les investissements en tire-fesses. Vous voyez, donc à un moment donné, on voit qu'il y a une collusion totale entre le patronat et les revendications de gauche, et ce mariage s'est fait en 1936 avec le Front populaire. En fait, au début, il y a eu une protestation patronale parce qu'on donnait les moyens aux pauvres d'aller en vacances, et on s'est rendu compte que les actionnaires, qui sont toujours bêtes, mais qui comprennent avec le pognon, se sont rendus compte que finalement, ça avait relancé le train, qui à l'époque était d'ailleurs privé, ça avait sorti l'industrie du train de son déficit. Ils se sont dit, mais c'est un nouveau marché. C'est un nouveau marché, c'est le marché de la consommation de masse. Et donc il faut voir aujourd'hui qu'il y a une trahison plus ou moins non su, plus ou moins voulu, de certains mouvements de gauche ouvrière qui ne sont que sur le critère de l'augmentation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce qu'on veut bien, ta lutte pour la dignité, c'est juste, tu auras le droit de pouvoir acheter un peu plus en ce moment, des fois c'est un peu moins, mais ça dépend en fait des problèmes de surproduction du grand capital. C'est-à-dire effectivement, il va falloir que les gens achètent des bagnoles, on en a trop produit, on va peut-être leur donner un peu d'oseille, à condition qu'ils changent de bagnole. Un mec dit, bah, je suis content de pouvoir changer de bagnole, mais c'est quand même limiter le combat pour la dignité humaine, la conscience, l'autonomie à des petits trucs de consommation. Et ça, toute une gauche sociale y adhère totalement, n'est plus que sur le combat pour le pouvoir d'achat. On voit très bien aussi que l'autre trahison, c'est par exemple Besancenot,
c'est le mondialisme au nom des droits de l'homme, alors que le mondialisme aujourd'hui est une destruction des acquis sociaux. Marine Le Pen l'explique très bien aujourd'hui, je peux lui avoir bien expliqué d'ailleurs. Quand on est contre les frontières, on est du côté du capital. On voit bien que les plus grands agents de destruction des frontières, c'est Attali, ce sont les plus gros agents du capital, puisque le libéralisme, il faut bien reprendre la définition, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché, et surtout de la logique du profit. Donc quiconque lutte contre la destruction des frontières, même si c'est avec Costa Gavras, ces enculés qui font toujours les films qu'il faut au moment où il faut, comme je vous l'ai dit, pour aider, où effectivement on a une espèce d'apologie de l'immigré clandestin, sans jamais parler des réseaux, de la mafia, de la violence, des marchands de sommeil, mais on voit toujours un mec aux yeux bleus, on dirait Ulysse, d'une dignité absolue, dans un monde qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, il faut regarder ce que c'est que l'immigration clandestine, les réseaux d'aujourd'hui. C'est dégueulasse de A à Z. Même quand vous allez regarder le dalle et les connards en train de faire ouh là à côté de la bourse, déjà vous y allez 1 heure, ça vous dégoûte. Il faut avoir le courage d'y aller. Moi, je me suis opposé au mouvement de sans-papiers simplement en regardant physiquement les mecs. Ça ne représentait rien de la dignité humaine. C'était de la manip et du grotesque et de la merde de A à Z. Donc on sait très bien aujourd'hui que le dumping social, la destruction des acquis sociaux, la pression sur les salaires se fait par l'immigration, l'immigration exponentielle, et que ce n'est pas une question de noir, de blanc, etc. C'est une question de logique du capital en période de crise. Voilà. Donc quiconque travaille pour la destruction des frontières, en plus au nom des droits de l'homme, et que parce qu'un petit enfant c'est émouvant, et machin, parce qu'on a toujours le bon truc, le mec il sort toujours les gosses quand il faut, évidemment. Besancenot, on sait pourquoi le système l'aime bien et qu'il a droit d'être. Aujourd'hui, il est classé dans les mecs les plus sexy des hommes politiques dans le gala. Je veux dire où ça va. Ça va quand même très très loin, ce qu'on appelle la manière dont le système aide les. On dirait un mystère. Non, mais je veux dire, voilà, dans le gala, ils ont décidé que c'était un mec sexy. Quoi. Demain, ils vont dire c'est Che Guevara. Enfin, on voit très bien les collusions dans la notion de gouvernance globale. C'est-à-dire que le système est en train de faire d'une espèce d'un âne qui s'appelle Besancenot un cheval de course, un pur sang arabe. Il suffit de mettre le pognon et d'appuyer sur le bouton. Et les gens se diraient, t'as vu quand même, il est sexy. Ah bon, oui, c'est marqué dans le gala. Le mec, on dirait une vieille pomme de terre, il a une tête de petite vieille. C'est le mec le plus laid que j'ai jamais vu. Il a des bajoux à 25 ans qui pendent. Il a un regard de crétin, il a une pomme de terre à la place du nez. Il a une tête à plaque, j'ai une main qui me démange, j'ai envie d'en parler. Et on nous en fait un révolutionnaire avec le charme de Guevara, de Che Guevara. C'est ça le génie du pouvoir, c'est qu'on peut faire. On peut faire de Mimimati Miss France, il suffit de... Voilà. On a d'ailleurs fait de la dernière Miss France, on a découvert qu'elle était arrivée 4e. Simplement, elle était métisse, d'origine américaine. Elle était Obama compatible, et d'un seul coup, Andémol qui a racheté Miss France, boum, c'était celle-là Miss France. On s'est assis sur le vote des gens, etc. Et on a dit, bah oui, la France, c'est vrai, la France marche dans la mondialisation. D'ailleurs, naturellement, le peuple de France élit comme Miss France une métisse d'origine américaine. Non, c'est pas vrai, c'est simplement. Mais ça, par contre, il faut que ce soit ça, effectivement, c'est la mondialisation, et c'est comme les Césars, les machins, Miss France, tout concourt à produire du catéchisme pour l'idéologie de la gouvernance globale. Et c'est là qu'effectivement, ça ne change pas grand-chose du temps où il y avait la messe, l'église catholique. Enfin, je veux dire, ça me fait marrer de voir les gens critiquer les organisations de domination anciennes, alors qu'en fait, il ferait mieux d'identifier les organisations de domination actuelles, parce que moi, je ne suis pas victime du pape aujourd'hui. J'en ai rien à foutre. Quand je mets un préservatif ou pas, ou si je trompe ma femme ou pas, je ne me pose pas la question de savoir ce qu'en passe Benoît XVI, bien que je sois catholique. On est libéré de ce genre d'injonction. Or aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est se libérer du nouveau clergé. Et ce clergé, c'est pas Monsieur Williamson, c'est Laurence Ferrari. Vous voyez. Donc moi, ce qui m'insupporte, c'est les luttes de libération de retard. Toujours les mecs qui tapent sur les mecs. C'est comme disait un proverbe persan, n'importe quel âne peut frapper un lion mort. C'est ça, oui, c'est très courageux de taper sur un lion mort, c'est plus dur de taper sur un lion vivant. Quoi, voilà. Et donc c'est toujours ça. Les mecs, ils ont un combat de retard, ils luttent comme Ciné qui dit je lutte contre les curés, les flics et l'armée. L'armée, il n'y en a plus, les flics, ils ont plus fort taux de suicide, ils rasent les murs, ils ont un uniforme de merde, et quand vous les croisez, vous les prenez pour des délinquants, tellement ils ont la même gueule qu'eux. C'est vrai, c'est difficile de faire la différence entre un flic, s'il n'est pas en uniforme, et un délinquant. Et dès qu'il peut, il fume un peu de chichon, enfin, je veux dire, c'est exactement... C'est une escroquerie de penser qu'on s'oppose à eux. Par contre, lutter contre la police avec un grand P, c'est autre chose. Voilà. Donc ça. Autre truc très, très typique de la destruction des réseaux de résistance ou d'opposition traditionnelle, la CGT, qui là maintenant est ouvertement avec les sans-papiers et essaie d'encarter des immigrés clandestins. C'est un truc clé parce que la CGT c'était quand même le parti communiste français, il y avait la notion français, travailleur français. On sait d'ailleurs que c'est ce qui a coûté sa tête à Georges Marchais quand il a commencé à lire
c'est rappeler des slogans du Front Populaire, produisons français et défendons le travailleur français. Ça a été la fin pour lui. Hein. Et aujourd'hui, la CGT, et elle est encore un cran plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le combat de la CGT, c'est la régularisation des sans-papiers et défendre les clandestins dans les entreprises. Ce qui veut dire que c'est très étrange, parce que c'est une contradiction totale par rapport à l'analyse marxiste qui devrait être la leur. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas défendre les salaires des Français et en même temps aider les clandestins. C'est pas possible. Or, ils le font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la CGT, ils sont passés sous contrôle, ce que j'appelle l'empire et la gouvernance globale, parce que pour survivre, comme de toute façon ils ont une espèce de privilège syndical qui leur permet de représenter les travailleurs français, alors que l'ensemble des syndicats représentent 7% des salariés français. Mais c'est des privilèges qui ont été donnés à la Libération à 4 syndicats. Il est pratiquement impossible de créer un syndicat, etc. Donc la CGT vit sur un privilège. Il n'y a plus personne qui est syndiqué, parce que les gens, aussi parce qu'on a détruit l'engagement, l'individualisme, etc. La transgression fait que ça serait presque ringard et honteux de se syndiquer. Et la CGT, pour survivre et justifier son rôle d'acteur, on est à chercher d'ailleurs des syndiqués et les chercher aujourd'hui les immigrés sans papier. C'est très très étrange. Et d'ailleurs, faisant ça, elle collabore à la mondialisation. Et collaborant à la mondialisation et au mondialisme, donc à la gouvernance globale continue à te faire croire que la CGT représente quelque chose. Et donc, attendre le micro à monsieur Thibault, je sais pas quoi. Voilà. Et là, on est dans une espèce de logique de gouvernance globale et de théâtre global. C'est, tu continueras à jouer ton rôle d'opposant si tu fais le boulot pour détruire l'opposition. C'est ça, si on fait l'analyse complète. Et le mec, est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il ne le sait pas, est-ce qu'il l'a compris en cours de route? C'est toujours le problème, à mon avis, les gens comprennent en cours de route, mais chaque fois qu'ils comprennent qu'ils trahissent, on les fait monter d'un cran, on les paye un peu plus cher. Donc si tu veux, il y a une souffrance intérieure, ça pourrait être le sujet d'une vraie belle pièce de théâtre ou d'un beau vieux film, c'est je comprends que je suis un salaud, mais on vient de m'augmenter de 10 000 € de plus. Donc qu'est-ce que je fais? J'accepte que je suis un salaud et je rends mon tablier, ou j'essaye de faire semblant de ne pas avoir compris et je prends les 10 000 € de plus. Et en réalité, la cooptation se fait comme ça. Cohn-Bendit, peut-être qu'à 17 ans, 14, je ne sais pas, était peut-être un authentique rebelle. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait pour qu'il le fait. Il y a pas de problème. Mais il est beaucoup mieux payé. Hein, il est député européen, machin, etc. Il doit toucher des trucs, etc., etc. Et chaque fois qu'il faut qu'il passe à la télé à nous raconter ses conneries, il est là, il fait son numéro. Et comme chacun sait, quand tu passes à la télé, après tu te plais aux femmes. Il y a d'ailleurs pour dire que Cohn-Bendit est séduisant. C'est un peu comme Besançon, qui serait que c'est un héros de la révolution de mai 68, un tribun génial. Voilà, c'est toujours pareil, c'est le percheron qu'on nous fait passer pour un pur sang arabe avec les médias, et qui représente quelque chose. Le mec, il n'est jamais en France, il n'en a rien à foutre de rien, il a fait 1 an d'études, il n'a aucun diplôme, et il est parasite de la société française, qui l'insulte, parce que moi je veux bien qu'il y ait des élites légitimes, des parasites charmants, mais aujourd'hui en France on produit des élites parasitaires dont le boulot est d'insulter la France et de contribuer à la détruire systématiquement. Alors du temps en plus où ils aidaient un peu les Français d'origine immigrée, il y a des gens qui leur disaient oui mais au moins ils nous protègent. Aujourd'hui en plus ils envoient les Français immigrés au casse-pipe. Musulmans, machin, c'est-à-dire qu'à un moment donné je ne sais plus très bien qui va les défendre demain, à part la police, purement et simplement, parce qu'ils ont pratiquement, je dirais, trahi. Si on regarde un parcours de trahison, ils ont trahi les idées de gauche, la Révolution, le mouvement ouvrier, et aujourd'hui ils sont même en train de trahir la France immigrée, hein, avec, la criminalisation du musulman en terroriste. Ils sont tous quand même, ils ont tous rallié cette ligne-là. C'est-à-dire le conflit de civilisation. Ils ont tous été pour la guerre, rappelez-vous, Kouchner, même l'ignoble cinéaste Romain Goupil, il est allé chez Ardisson pour dire il faut que nous allions à la deuxième guerre d'Irak. Rappelez-vous tout ça, les mecs, ils ont trahi de A à Z. Hein. C'est pour ça que moi, le rêve demain, c'est quand ils vont en banlieue pour continuer à faire de la gestion coloniale, parce que eux, c'est vraiment ce qu'ils font, et de l'indigénat, qu'ils se fassent botter le cul. Parce que c'est eux les colons, il n'y a aucun problème. Hein. Nous, on a au moins la décence de ne pas y aller. Enfin, moi, j'y vais parce que je suis bien reçu. J'ai fait ce qu'il fallait avec Dieudonné, tout ça. Bon. Mais eux, le rêve, ça serait qu'ils se fassent chasser par les mecs en disant vous ne nous représentez pas, vous êtes des salopards, vous nous avez foutus dans la merde, vous avez fait détester par les Français. Vous nous avez fait tomber dans tous les pièges de l'antiracisme le plus débile, de la pleurniche, de machin, etc., de l'indignité. Et en plus, maintenant, vous nous désignez comme terroristes et suppôts de l'islamisme. C'est pour ça que, pour ceux qui ne comprennent pas toujours ce que je fais, moi, je suis allé défiler avec un drapeau français aux manifs de Gaza, parce que j'estime qu'il y en a marre que l'extrême gauche prétende défendre les Palestiniens, les immigrés, etc. C'est évident que c'est une escroquerie, et d'ailleurs je l'ai vérifié, parce que la CNT, qui est le bras armé d'ailleurs de Besancenot, et la police, se sont coalisés, et on le voit dans les vidéos qu'on a filmées, hein, visuellement, pour empêcher moi et mes camarades de défiler aux manifs pro-palestiniennes avec des drapeaux français. Pour bien qu'on puisse dire dans les médias que dans les manifs pro-palestiniennes, il n'y a que des drapeaux du Hezbollah, des drapeaux marocains, des drapeaux tunisiens, des drapeaux algériens, et pas de français. En réalité,
Tout le travail de la police, on a été encerclé par des CRS pendant 2 heures, c'était d'empêcher des Français avec un drapeau français de défiler dans des manifs pro-palestiniennes, au nom, comme je l'ai dit, des valeurs de la France, de la chrétienté et de l'humanisme. Hein. Nous ne sommes pas dans notre éducation pour qu'une armée d'occupation extermine des femmes et des gosses au phosphore blanc. Je ne vois pas très bien comment on peut trouver ça, ou même M. Lesquin qui a dit que ça devait être un exemple pour la chrétienté. Donc on avait tout à fait notre place dans ces manifs-là. Or, tout le travail de la police et de la CNT, c'est-à-dire des gauchistes, a été qu'on ne voit pas un drapeau français dans ces manifs. Pour bien montrer que les immigrés de banlieue sont pro-palestiniens mais qui ne sont pas français, que c'est des dangers, que c'est le Hamas, etc. etc. C'est fait, ça s'appelle aussi la gouvernance globale. Hein, c'est bien fait. Et moi, la dernière fois, on y allait, on l'a vécu. Mes camarades qui étaient là, je pense qu'ils l'ont vécu aussi. Parce que parfois, on n'y croit pas. Et quand on le voit, quand on voit les mecs de la CNT échanger les brassards avec la police, qu'on voit les CRS aider les mecs de la CNT à nous attaquer, que pendant qu'ils nous attaquent, les CRS nous tiraient, nous Français, des drapeaux français, des lacrymos dans la gueule, puis après, quand les mecs du centre Zara, qui sont les chiites français, tapaient les mecs de la CNT qui se sauvent en courant devant des bonnes femmes, parce qu'en plus ce sont des pleutres, là, ce sont les CRS qui les protègent, alors que les mecs prétendent être des gauchistes antifa révolutionnaires qui passent leur temps à cracher sur les flics. Tu vois, là on voit le théâtre du pouvoir, et ce qu'on appelle la gouvernance globale. Effectivement, c'est une chorégraphie où il y a quand même des gens. Ça s'appelle la préfecture, c'est des téléphones, c'est des mecs déguisés, des faux flics, des faux machins, des faux manifestants. Moi j'avais 4 flics au cul toute la soirée en civil pour suivre où j'allais. Et c'est fait que pour les lâcher, on était avenue de Gérald Leclerc, comme il faisait froid, avec mes gardes du corps, on est rentré dans un magasin de fringues et pendant 1h30 on a essayé les vêtements. On rentrait dans la... Et ils étaient obligés d'attendre comme des cons dans la boutique. Quoi. Puis on les regardait genre ça me va bien pour qu'ils en aient pour leur pognon. Enfin, tu vois, comme ça ils se sont bien fait chier à se jeter les couilles dans le magasin pendant 1h30. Voilà, on s'est amusé un peu. Quoi, voilà. Donc dans cette analyse globale, autre truc dont j'ai pas parlé, remplacer systématiquement les élus par des experts. On voit aussi que c'est une stratégie aujourd'hui officielle, c'est-à-dire les élus, les gens sont trop cons, c'est trop technique. Il n'y a plus besoin d'élus aujourd'hui, c'est des experts, ce qui est la logique de l'Union européenne. Il ne faut surtout pas faire voter les gens, ils votent mal, etc. Hein, donc on est dans la logique de l'expertise. Et l'expert, effectivement, on ne sait pas d'où il vient, il est nommé, il y a toujours marqué sociologue. Moi, il y a toujours marqué sociologue, j'ai jamais eu de diplôme de sociologie, mais je veux dire, au moins, je sais que c'est du bidon, j'ai pas fini le truc parce que je savais que c'était du bidon, mais tu vois, les mecs, ils viennent, ils sont sociologues, psychologues, économistes, tu sais jamais d'où ils viennent, c'est des dubus. Alors le jour où ils disent une connerie qu'il ne faut pas, ils disparaissent, on en met un autre. Et ça aussi, c'est l'espèce de mascarade des experts, qui te disent exactement le contraire aujourd'hui qu'ils disaient il y a 10 ans. Le rêve étant, le génie absolu étant Alain Minc. Si vous regardez sa production de livres depuis 20 ans, il a dit toutes les conneries qu'il fallait à chaque fois pour avoir tort. Et il continue, on l'invite. Le mec, il a été condamné 2 fois, comme Attali d'ailleurs, pour plagiat de bouquins, etc. Les mecs sont des mecs déontologiquement, on ne devrait même pas avoir le droit d'arriver à une émission Parce que l'autre jour, pareil, Nolo s'est payé Calix Beyala, il a bien fait. Quand on sait qui est Calix Beyala, il méritait largement. Mais ils n'osent pas le faire, par exemple, avec Minc. Minc est exactement au même niveau qu'Alix Beyala, c'est un voleur de livres, un incompétent, etc. etc. Et quand même, ils sont quand même invités, et personne n'ose leur dire, normalement, déontologiquement, il y en a un des deux qui doit se lever, car vous avez été condamné 2 fois pour vol, pour plagiat de bouquins. C'est-à-dire piquer des livres à quelqu'un d'autre, etc. Et bien voilà, on est dans ces trucs d'experts qui sont des escrocs, mais pareil, au nom de l'Empire, au nom de la gouvernance, qui disent ce qu'il faut. Et effectivement, il y a une fascination pour l'expert, qui est quand même... on se moque des énarques, on a encore un coup de retard. À la limite, c'est plus les énarques dont il faut se moquer, c'est les experts. Parce que maintenant, les experts ne sont plus énarques, hein, ils sont autre chose. Ils sont dans des think tanks, ils ont fait des études aux États-Unis, ils ont des masters de je sais pas trop quoi, il y a des mots anglais partout. Et ça fait partie de la logique de la gouvernance globale. Il n'y a plus d'élus, il y a des experts, hein, qui ne sont effectivement, passent pas par l'élection. Hein. Et sinon, bon, ce dont je vous ai parlé aussi, le truc diviser pour régner et stratégie Geller. Alors en ce moment, il y a un gros truc, on le voit avec les Antilles. Bon, j'ai déjà parlé des SOS racisme, hein, donc c'est sauver le racisme par tous les moyens, en opposant les noirs aux blancs, les immigrés aux deux souches, et jamais les riches aux pauvres, ceux qui bossent et ceux qui bossent pas, ceux qui sont manipulés et ceux qui manipulent. C'est pratique, hein, ça s'est toujours fait, ça a toujours marché malheureusement. Donc racialisation des rapports sociaux, hein, confessionnalisation des rapports sociaux, lutte des chrétiens contre les musulmans, évidemment, il faut désislamiser la France, il y a le califat qui se met en place, ils sont là, ils sont venus, c'est Poitiers, c'est Charles Martel, etc. Alors que c'est le patronat français, les mêmes qui nous enculent en ce moment, qui les ont fait venir. Et si vous écoutez les trucs qu'on a mis sur le site, c'est Bouygues qui dit pourquoi il faut qu'ils viennent avec leur famille, parce que c'est des bons travailleurs bien solides dans le bâtiment, et que l'argent, plutôt que de le renvoyer au bled, il faut qu'ils le dépensent sur place avec leur femme et leurs gosses, parce qu'il faut que ça consomme. On sait très bien que tout ça, si aujourd'hui il y a autant d'immigrés, autant de musulmans en France, il y a beaucoup de musulmans parce qu'il y a beaucoup d'immigrés qui viennent de notre ancien empire, donc qui sont musulmans de surcroît,
Ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient musulmans, ils sont venus parce qu'ils étaient immigrés de notre ancien empire. Voilà. Et on les a fait venir, et souvent de force, j'insiste. Hein. Ça ne veut pas dire que leurs gosses ont le droit de mal se tenir et de nous insulter. Mais je veux dire, moi, je suis dans le sérieux. Il y a beaucoup de musulmans en France, on peut s'en inquiéter. C'est un pays chrétien aujourd'hui où demain il y aura une minorité de peut-être 10 millions de musulmans. C'est une mutation sans précédent, comme il n'y en a jamais eu depuis, je pense, le passage de la Gaule à la France gallo-romaine. C'est-à-dire, effectivement, on peut s'en inquiéter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est nous-mêmes qui l'avons fait, nos élites traîtres et dégueulasses, et qu'au moment où on pourrait faire de ces Français d'origine immigrée des bons patriotes, et des musulmans patriotes, c'est possible, enfin au moins leur poser la question, de voir s'ils veulent ou s'ils veulent pas, parce que déjà rien de poser la question est subversif, de se dire on va en plus, maintenant qu'ils sont venus, faire une guerre civile avec eux, parce que ça va arranger l'Empire, et ça va écrouler un peu plus la France, c'est catastrophique. Voilà, donc moi, c'est un sujet difficile, mais je veux dire, j'exige qu'on traite le problème de l'islamisation de la France, qui est réel, il y a plus de musulmans qu'il n'y en a jamais eu, de façon sérieuse, et de voir d'où ça vient, qui l'a fait, qui l'a voulu. Est-ce que les mecs ils sont pour quelque chose? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Parce que j'entends les mecs. Si vous voulez savoir ce que des gens sérieux pensent de la Reconquista, c'est-à-dire on va les chasser à la mer, etc., vous écoutez Roger Olindre sur le sujet. Il y a Roger Olindre sur Radio Courtoisie qui, lui, est un ancien héros de la guerre, etc., a dit les couilles molles qui prétendent, petits blancs, qu'on va rejeter les Arabes et les Noirs à la mer. Moi, quand j'étais à l'OAS, j'avais monté un maquis, j'avais 600 fusils pour qu'on le fasse. Les mecs qui sont arrivés, on était 4. Tu vois? Donc arrêtez avec ce genre de baratin, ça ne se fera jamais. Donc on est sérieux, on est passé des trucs d'alcoolique, de bistrot, voilà. Et quand on a dit ça, après on parle sérieusement. Hein. Donc il y a des gens dans F de Souche qui me détestent aujourd'hui, ils m'adoraient quand j'étais au PC, maintenant que je me suis remis du fond, ils me détestent. Toute leur énergie c'est de dire du bien de Zemmour et de Finkielkraut et d'insulter Alain Soral. Comme quoi là il y a un problème, dans la sodomie, il y a un problème. Hein. Extrême droite et sodomie, il faudrait quand même que... Ça pourrait être un sujet d'étude. Hein. Ouais. C'est sûr que Finkielkraut est le meilleur ami de l'extrême droite, on le sait, et il a tout fait pour elle, et qu'il adore la droite nationale, et c'est historiquement vérifié. Alors que moi, évidemment, je suis le pire ennemi de la droite nationale, c'est évident, il faut me cracher à la gueule toute la journée. Parce que je dis que nous ne chasserons pas les Arabes et les Noirs à la mer avec des fusils. Voilà. Je sais que ça ne se fera jamais, personne ne veut le faire. Les mêmes mecs qui disent ça seraient incapables de le faire, ils se mettraient même à chialer au bout de 2 heures s'ils commençaient à le faire. Si on commençait à avoir des charters de petits-enfants qui pleurent, etc. Les mêmes mecs qui ont demandé ça disent non, c'est trop horrible. Je sais, j'ai lu ce qui s'est passé en 40 en France. Hein. Les mêmes mecs qui voulaient faire des lois anti-juives, quand ils voyaient la police arriver, voir des familles qui côtoyaient depuis des années, allaient eux-mêmes les cacher. 85% des juifs ont échappé à la déportation en France, grâce à la solidarité des Français, de la police française, par ceux-là même qui avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain. Parce que entre il faudrait arrêter avec ça, et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de la violence et de la laideur morale pour y arriver, c'est pas la même chose. Et moi je pense que la France est un pays, et tout ça fait un pays de salauds. Ça peut être un pays de grande gueule, un pays de couilles molles, c'est pas un pays de salauds. Donc de toute façon, ça ne se fera jamais comme ça. Voilà. Donc ça, c'est... Pour continuer sur la gouvernance globale, il y a des gens aujourd'hui qui veulent créer des situations de guerre civile en France, qui veulent monter les Noirs contre les Arabes, les musulmans, en sachant d'ailleurs qu'ils jouent avec tout le monde. Moi je reviens du Kosovo, j'y suis allé. Au Kosovo, j'ai pas vu un pays islamiste qui s'est émancipé du joug yougoslave ou serbe par lui-même. J'ai vu le travail des services américains, de la mafia albanaise et de l'argent de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas de Kosovo musulman, c'est une escroquerie de A à Z. Il y a par contre comment on a détruit la Yougoslavie, qu'on a mis à feu et à sang les Balkans. Et d'ailleurs, là, je ferai remarquer que M. Finkielkraut était pro-croate, M. Bernard Kouchner, M. Cohn-Bendit, non pas Cohn-Bendit, c'était Bernard Lévy, lui, il était pro-bosniaque. Ils ont chacun choisi leur camp afin d'attiser la haine et la violence. On ne sait pas trop pourquoi, on a dit qu'ils ont tiré ça d'ailleurs à pile ou face. Et puis maintenant que la Yougoslavie est détruite, ils n'en parlent plus jamais, ils sont sur le Darfour maintenant. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes pour aller foutre la merde, hâter la guerre civile. Ce qui est certain, c'est que la Yougoslavie a disparu, que la Serbie, Milosevic est mort en prison. Hein, que la Serbie n'a jamais été plus petite et plus faible que jamais, et qu'aujourd'hui les mecs d'extrême droite que je connais qui étaient pro-croates, parce que tous ils sont catholiques, ils sont tous pro-serbes. Et que les Croates que je connais quand même étaient vice-ministres dans les gouvernements, dans les premiers gouvernements croates, on s'est fait baiser de A à Z. Si c'était à refaire, on serait avec Tito, on défendrait la Yougoslavie jusqu'au bout, car nous ne sommes plus rien. Voilà. Donc voilà. Donc tout ce qui est tombé dans le piège de ce qu'on appelle la balkanisation, la guerre civile, etc., c'est du sang, des larmes et de l'échec garanti. Voilà, donc c'est pour ça que moi, mon truc s'appelle réconciliation nationale, parce que la seule chose qu'on peut faire à un moment donné, c'est comment sauver la France, et tout ce qui est de l'ordre de la violence, contre qui que ce soit d'ailleurs, et de la guerre civile, c'est forcément un truc qui affaiblit la France. Il y a des gens aujourd'hui qui jouent là-dessus, de tous les côtés. Hein. Qui c'est qui me disait ça aujourd'hui d'ailleurs? C'était Gollnisch, avec qui je communique, qui me dit « On a fait un papier que je n'ai pas validé, où on attaquait violemment l'islamisation de la France dans une région.
on se chope un procès par la LICRA et les étudiants juifs de France. Je dis, bah, c'est bien fait pour votre gueule. Voilà. Hein, parce que les mêmes qui criminalisent les Arabes toute la journée, qui disent, et qui font des pétitions contre le racisme anti-blanc, quand c'est le blanc qui le fait, il lui envoie la LICRA et les étudiants juifs de France dans la gueule. Hein. Comprenez les mécanismes. Hein. C'est-à-dire que même, il faut que ce soit Finkielkraut ou même Zemmour qui disent que c'est que le nationalisme français et qui disent qu'on a le droit de dire de mal de l'équipe de France Black, 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 qui est la risée de l'Europe, hein, je vous les citations de ces gens-là. Si c'est vous qui reprenez la phrase, la LICRA elle vous envoie au tribunal. Vous voyez ? Parce que toi, petit blanc français, tu fermes ta gueule. C'est nous qui décidons qui sont les gentils, qui sont les méchants, et c'est nous nous sommes là pour foutre la merde. Donc voilà. Donc je vous dis, aujourd'hui, Gollnisch me dit que les mecs du Front National qui ont fait un papier contre l'islam dans son coin, là, en pensant faire plaisir à toute l'extrême droite sioniste, hein, parce qu'on a vu comment ils les traitent, les musulmans à Gaza, et ben ils se chopent une attaque en règle de la LICRA et des étudiants juifs de France. Voilà. Que ça leur serve de leçon. Voilà, c'est tout. Hein, donc ça c'est un autre truc. Donc voilà, désigner pour régner, stratégie des leurs, hein, on voit que et puis un autre sujet, c'est demain, effectivement, j'y viens, tu vois, l'extrême droite de collaboration. Il est évident, quand on regarde la situation hollandaise et belge, qu'il y a un créneau aujourd'hui pour que l'extrême droite ait à nouveau le droit de cracher son venin. C'est parce qu'il y a une tradition, effectivement, de colère à l'extrême droite. C'est si c'est contre les musulmans et que c'est sionisto-compatible. C'est évident que là, il y a un espoir et un espace. Et que malheureusement, la nature étant ce qu'elle est, ça se fera. Donc de toute façon, moi je suis sur une ligne de résistance intégrale et sérieuse, qui sera forcément beaucoup plus marginale, qui peut exister par la base, mais ce qui est évident, c'est qu'au niveau des médias et au niveau de la gouvernance globale telle qu'elle fonctionne, si demain le Front National dit, de toute façon, ce qui se passe en France, c'est un peu comme ce qui se passe en Israël, il y a un vrai problème avec les musulmans, il faut se les payer, etc., et qui diabolisent l'islam, d'un seul coup, il y aura une dédiabolisation de l'extrême droite. Et pour ceux qui ont regardé l'émission de Franck-Olivier Gisbert sur la 5 dimanche, c'était déjà très très visible, Le Pen était là, tout le monde lui a léché le cul. Il y a vraiment une réintroduction dans le jeu d'une extrême droite sionisto-compatible qui est en train de se faire, parce que Sarkozy, pour se faire réélire demain, aura besoin de Besancenot pour détruire la gauche, mais aussi d'une réserve de draguer la droite nationale. Et ça se fera sur le dos de l'immigration, bien sûr, mais d'une immigration confessionnalisée. Hein, c'est-à-dire, pour l'instant, le Front National a deux discours. Il y a un discours économique qui est très sain et qui est le bien, qui est celui de Marine. Et comme je dis, c'est difficile de lutter contre ce qu'on appelle le mondialisme, le nouvel ordre mondial, et d'adhérer au conflit de civilisation. Or, en ce moment, si on est doué pour le concept, on voit qu'au Front National, il y a ces deux fers au feu en même temps, et qui sont à terme incompatibles. C'est que soit on est du côté de l'Empire et du mondialisme, et on adhère au conflit de civilisation, et on déclare la guerre, dans un premier temps aux musulmans, et demain peut-être aux Russes, quand on aura fait de Poutine Hitler, ça se fera, vous verrez, c'est des mécanismes. Soit on dit tout ça est de l'arnaque, c'est une situation effectivement complexe, mais qui est la conséquence de choix économiques, impériaux, etc., etc. Mais on ne peut pas à la fois jouer les deux. C'est contradictoire, et surtout politiquement, à un moment donné, il faudra choisir. Voilà, c'est ça le problème. Et moi, c'est ce que je dis à Marine Le Pen, c'est à un moment donné, ton discours économique, de lutter contre l'empire mondialiste et de désigner les Américains et la finance internationale spéculative comme responsable, tu ne pourras pas à la fois dire que c'est les responsables et les musulmans. Les musulmans, c'est un second problème, et qui est d'ailleurs lié, qui est une conséquence du premier. Et à un moment donné, penser sérieusement, c'est hiérarchiser les causes. Hein. Et les gens qui vous disent, parce qu'il y a aussi ça, c'est ni. Moi, je vois bien, moi je suis ni du côté israélien, ni des Palestiniens. D'abord, on ne te laisse jamais le choix, tu es toujours pris dans un truc, et puis de dire que c'est équivalent, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la violence et la soumission exigée au sionisme comme idéologie n'est absolument incomparable avec le lobby pro-palestinien. Je ne compare pas une souris et un éléphant. Hein. Qu'il y ait une souris chez moi, c'est un peu emmerdant, mais ça peut gêner. Mais si à la place de la souris, j'ai un éléphant au milieu du salon, je vis dans 35 mètres carrés, c'est beaucoup plus compliqué. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, bon, finalement, ce sont deux mammifères. La souris pro-palestinienne et l'éléphant sioniste, ce sont deux mammifères. C'est du même genre de nuisance. Oui, il y en a un qui pèse 5 tonnes et l'autre 20 grammes. Voilà. Donc, soyons honnêtes, on peut choisir en conscience un camp ou un autre, mais je n'aime pas trop les faux... Quand on dit d'extrême droite, on doit être au moins courageux et un peu viril. On assume ses positions. Mais ils disent, mais de toute façon, moi je ne choisis pas. Je vois par exemple les identitaires. En réalité, ils ont déjà choisi. Hein. Je vois très bien comment je me suis fait à chaque fois critiquer. Les dits et les non-dits. En réalité, aujourd'hui, il y a toute une extrême droite qui pense qu'elle va pouvoir à nouveau avoir le droit de tenir un discours contre les immigrés, effectivement, qui est son problème, et je le comprends, parce qu'on lui laissera le dire à condition
de faire une allégeance ou d'être discret et silencieux sur d'autres sujets. Et ça, c'est l'offre sioniste. Et cette offre existe, elle est déjà totalement en place à Anvers, pour ceux qui... le Vlaams Belang a déjà signé ce pacte-là. Voilà. Ce n'est pas mon choix personnel, pour des raisons morales et stratégiques. Voilà. Mais par contre, c'est une offre qui sera faite demain, y compris au Parti populiste, hein, il faut le savoir. C'est, si vous diabolisez l'islam et que vous ne parlez que de ça, vous aurez le droit de revenir. On arrêtera de vous cracher à la gueule, ou voilà, qui est un peu l'idée de la prostituée qui a pas fait 20 ans le tapin, a le droit de devenir sous-maîtresse. C'est-à-dire, tu as le droit de mettre d'autres femmes sur le tapin. C'est un peu l'offre qui est faite à l'extrême droite actuellement. C'est-à-dire tu passes de tapin du sionisme à sous-maîtresse du sionisme. Voilà, moi je parle de la droite des valeurs, là c'est pas pour moi la droite des valeurs, ce n'est pas ça. Hein, voilà. Mais s'il y en a, les bordels du monde entier sont pleins d'anciennes putes devenues sous-maîtresses, qui après fait le tapin pendant 30 ans et s'est fait dérouiller par leur macro, font en sorte que ce soit d'autres gamines plus jeunes qui dérouillent à leur place, et même elles tiennent la caisse et elles prennent un peu de morlingue. C'est l'histoire de la prostitution. Voilà. Mais ne parlons pas de l'histoire de la droite des valeurs, ou de la dignité, ou de la virilité. J'ai eu quelques mots là-dessus avec M. Lesquin. Quand je lis qu'on devrait prendre exemple sur ce qui se passe à Gaza, parce que c'est un exemple pour la chrétienté de faire ce que les sionistes font à Gaza. Je dis, on peut se déshonorer si on veut, mais on n'est pas obligé de déshonorer la chrétienté. Hein, voilà. Et en plus, pour ceux qui n'auraient pas compris, ce qui se passe à Gaza, c'est pas se libérer d'envahisseurs étrangers, c'est faire l'apologie de l'immigrant colonialiste au nom de la force. Car il ne faut pas oublier que les Palestiniens en France, c'est nous. Hein, et que les immigrés, ça serait au mieux les Israéliens. C'est-à-dire que si demain on dit, c'est la loi du plus fort, prends le pays, celui qui a les moyens de le conquérir par les armes. Quand je regarde les armées qu'il y a derrière M. Lesquin, et quand je regarde la puissance en testostérone qu'il y a en banlieue, je lui dis de se fermer doucement sa gueule, parce que si demain il y a baston pour la prise du contrôle de la France, j'ai peur que ce ne soit pas Lesquin qui gagne. Vous voyez, parce que moi j'ai mis les pieds en banlieue, j'ai vu ce que c'était que les effectifs de l'extrême droite et des mecs en colère en banlieue, il n'y a pas photo s'il y a match. Hein. Je vous dis tout de suite, on perdra. Hein. Moi je dis non parce que je suis blanc. Hein, je veux dire. Donc même d'un point de vue stratégique, c'est une connerie. Hein, voilà. Et en plus, les droits de l'homiste, que je connais très bien, ne nous laisseront jamais, jamais, jamais se retrouver seuls face à eux. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est l'exemple que vient de subir Golnisch aujourd'hui, qui est un honnête homme mais naïf. Il dit, on a fait un tract contre l'islam, parce que ça fait... Normalement, ça devrait plaire après Gaza. On se prend la LICRA et les étudiants juifs de France dans la gueule. Quand on divise pour régner jusqu'au bout. On ne laisse jamais... On ne s'affaiblit jamais en choisissant... C'est un triangle. Hein. On a deux partenaires qu'on manipule. On ne tue jamais définitivement l'un pour se retrouver tout seul face à l'autre. On les maintient toujours tous les deux en vie, tout le temps, jusqu'au bout. Il faut bien comprendre que c'est la clé de la domination. Donc de toute façon, l'extrême droite blanche et européenne qui croit que la soumission aux sionistes leur permettra de débounouliser la France, parce qu'il faut parler poliment, ça ne se fera jamais comme ça. Jamais, 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 ça n'arrivera jamais. Tous ceux qui ont joué ce genre de jeu ont perdu. Voilà, c'est tout. Donc c'est moralement dégueulasse et stratégiquement naïf. Voilà. Mais par contre, ça permet à certains, effectivement, je vois Guillaume Fay aujourd'hui, de dire exactement sur les Arabes et les musulmans ce qu'il disait il y a 20 ans sur les Juifs. Parce que ça coûte moins cher. C'est-à-dire qu'il faut que le mec dise des saloperies sur un groupe humain, donc comme il ne peut plus dire sur les Juifs, il dit ça sur les musulmans. Je vous mets au défi, ceux qui ont une culture dans ce milieu-là, prenez les écrits de Guillaume Fay du début des années 80, c'est au mot près ce qu'il dit aujourd'hui sur les musulmans. À l'époque, il le disait sur les Juifs. Voilà. Donc, autant à la limite s'abstenir complètement, c'est mieux. Quoi. Voilà. Donc ça c'était pour arriver à ma conclusion, sur la notion de résistance. Aujourd'hui on a donc une domination globale, très perverse, très subtile, qui joue effectivement de nos peurs, de nos haines, de nos dissensions, de tensions légitimes, de passés douloureux, ça peut être la colonisation. Regardez comme la colonisation on s'en sert pour empêcher l'intégration des Français d'origine algérienne. Comment voulez-vous qu'un Français d'origine algérienne puisse se sentir heureux d'être Français s'il croit à l'histoire coloniale du FLN? C'est un déchirement intérieur très très dur. Or, à un moment donné, malheureusement, il va falloir qu'on passe outre. Donc moi je pense que... Et là, par exemple, le rôle d'Ouria Boudjela. Pourquoi prolonge-t-elle systématiquement la guerre franco-algérienne en France? Pourquoi commémore-t-elle la défaite de Dien Bien Phu, alors que les Vietnamiens ne lui ont rien demandé? Il y a quand même, chez certains leaders d'origine immigrée en France, elle est à la fois Trotsko et FLN, on pourrait faire un sujet entier sur elle, on la laisse accéder aux médias, elle dit des choses très intéressantes par ailleurs, mais quand même parce qu'elle prolonge une haine entre les Français de souche et les Français d'origine algérienne. Et il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette réconciliation ne s'opère jamais, que la guerre continue à durer. Et elle travaille plus ou moins inconsciemment, je ne sais pas si elle en a conscience ou pas, mais elle travaille à cette non-réconciliation des Français d'origine algérienne et des Français de souche. Et tout ce qui fout la merde,
finalement est sponsorisée. Car vous verrez qu'Horia Boudjela, elle passe dans les médias, elle n'a jamais été agressée, elle a très peu d'adhérents, mais elle a une revue. Finalement, sa situation est beaucoup plus confortable que certains qui sont pour la réconciliation. Moi, je connais des mecs issus des quartiers, ils sont pour la réconciliation entre les Gaulois et les Français et les Nigériennes. J'en ai rencontré des mecs qui sont à Asnières. Eux, alors, ils se font persécuter. On les écrase. Il suffirait qu'ils crachent sur la France et qu'ils rappellent le contentieux de la guerre d'Algérie, et d'un seul coup, peut-être qu'ils pourraient passer peut-être pas chez Drucker, mais déjà chez Tadei. Voilà. Et ça, il faut se poser la question de... Voilà, c'est toujours diviser pour régner, et ceux qui peuvent toujours maintenir les tensions, fait que la France ne se réconcilie pas, sont toujours favorisés par rapport à ceux qui veulent faire de la réconciliation. C'est-à-dire que moi, j'aurai sans doute un jour des gros problèmes, parce que j'ai essayé de faire la paix avec tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Et pour ceux qui savent ce que c'est, ce qui s'est passé dans les années 30 en France, ceux qui sont systématiquement été mis au poteau en 1945, c'était les pacifistes des années 30. Ils étaient contre la Deuxième Guerre mondiale. Ben oui, ils ne voulaient pas que l'Europe s'extermine, parce que là, c'est que des blancs d'Europe qui sont exterminés. Quand on parle des dangers des mondes venus d'extérieur, nous, Européens, n'avons pas eu besoin, malheureusement, des musulmans ou des Arabes, pour nous détruire entièrement dans 2 guerres mondiales fratricides, débiles, qui ont fait des États-Unis la plus grande puissance du monde, et de nous, comment dirais-je, un monde dominé. Voilà, je veux dire, voilà. Et il y a des gens qui disaient ça dans les années 30, ils ont eu de gros ennuis. Ils ne voulaient pas qu'on fasse la guerre à l'Allemagne. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'on fasse la guerre à l'islam, pas la guerre à la Russie, parce que demain, vous verrez, ce sera la Russie. Puis après, ça pourrait peut-être être la Chine, et voilà. Voilà, il y a toujours des gens qui veulent faire la guerre à tout le monde, c'est toujours les mêmes, ils sont pour l'intervention en Afghanistan, ils sont pour la guerre contre l'Irak, ils sont pour on a attaqué l'Iran, et avec la réintégration dans l'OTAN, si demain les États-Unis attaquent l'Iran, nous attaquerons l'Iran avec les... C'est-à-dire que l'armée française sera complice, ce qui veut dire que nous serons dans l'axe du bien, et donc soumis à tous les dangers terroristes sur les territoires français, par des islamistes radicaux qui auront parfaitement raison, parce que nous serons dans la guerre. Alors avec l'ancienne politique qu'on avait de type néo-gaulienne, nous étions à la fois les ennemis des Juifs, des Arabes. Moi, quand j'étais au Kosovo, nous roulions avec une bagnole d'ONG française, avec des plaques françaises, tout le monde t'aime bien. C'est un coup de peau, tu vois. Et avec des plaques américaines, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut changer de plaque chaque fois que tu changes de zone, tu vois. Ça veut dire qu'on avait l'avantage avant d'être considérés comme des non-alignés et des vecteurs de paix et de respect des peuples et des petits peuples. C'était le travail de De Gaulle, etc. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en ce moment, avec Kouchner et la réintégration dans l'OTAN, tous les touristes français sont en danger, potentiellement en Afrique, dans le monde arabe, et nous sommes en danger de bombes en France, puisque nous rallions un conflit pour lequel nous n'avons aucun intérêt. C'est ça qui est dramatique. Hein. Voilà. Bon, ben ça, donc, conclusion, identifier la résistance. Qui résiste en France? Il n'y a pas grand monde, il y a un peu Jean-Marie Le Pen qui résiste par son politiquement incorrect et son positionnement parfois pas très cohérent, mais qui est quand même une insoumission. Moi, j'ai plus, mon respect pour Le Pen vient de là. Il est fait chier, il est insoumis, voilà, il empêche ce qu'on appelle la gouvernance globale. Il est un grain de sable, mais voilà. Hein, même si par ailleurs, on peut ne pas l'aimer pour son passé néocolonial, etc. N'empêche que c'est un grain de sable dans le système de domination globale. Je dis ça pour les Français d'origine immigrée. Voilà, Le Pen a ce charme-là, si on identifie quel est le danger. Le danger, c'est la domination globale du système impérial, et bien Le Pen est un opposant à cette domination globale, même si par ailleurs c'est un ancien ennemi. Et à un moment donné, quand Vercingétorix a à un moment donné vaincu les Romains, c'est parce qu'il a fait l'union sacrée des tribus gauloises, c'était Gergovie, et quand à Alésia il n'y est pas arrivé, ben, il a été vaincu. Et malheureusement, nous Gaulois, c'est un exemple, c'est que des fois on n'est pas capable, entre petits chefs de tribu, de s'unir contre l'ennemi commun, et on est vaincu. Voilà. Donc voilà, donc qui résiste? Le Pen résiste, Dieudonné résiste. C'est pas un hasard s'il s'en donnait serrer la main. Il fait chier, il ne se soumet pas à l'idéologie dominante, il n'obéit pas, il est très emmerdant parce que ce soit un noir antiraciste, enfin un noir d'ailleurs il est métis, mais bon, antiraciste qui joue à ce jeu-là, c'est très emmerdant pour les antiracistes professionnels. C'est-à-dire de faire un nazi d'un mec comme moi, c'est assez facile, je suis blond aux yeux bleus. Mais de faire d'un nazi un antiraciste camerounais, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc ne leur facilitons pas la tâche, c'est ça que je veux dire. Donc Dieudonné, très bien. Voilà, Dieudonné, Le Pen, c'est de la résistance. Soral, je me suis mis dedans, oui, j'essaie de résister un peu aussi. Le parti populiste ne sont pas tout à fait sur nos positions, mais ils nous parlent. Déjà, accepter de se parler. Là, récemment, on a envoyé un copain à nous à une section du Parti des Travailleurs, et le con de la section a répondu « Non, il n'est pas question de parler avec vous, vous avez eu affaire avec le Front National. » Connard, tu vois, je veux dire, alors qu'on est d'accord sur tout. C'est la défense du service public, des ouvriers, machin, critique de l'euromondialisme. Ce genre de réaction de pucelle outragée ou de bigote qui ne veut pas voir un bouton de braguette, c'est exactement ce que souhaite l'Empire pour nous écraser systématiquement. Et il y a des gens dont le boulot, d'ailleurs, c'est les vigilants. C'est pour empêcher les gens de se... C'est pareil, ils sont là pour empêcher aux gens de se parler. C'est-à-dire comme ça, tout le monde reste bien isolé dans son coin,
et il ne se passe rien. Et évidemment, leur boulot, c'est ça. On ne parle pas avec les fascistes, on ne parle pas avec les rouges, enfin voilà, on a entendu toutes ces conneries. Le Pen parle avec tout le monde, en réalité, on s'en est rendu compte, Dieudonné parle avec tout le monde, et le truc, c'est de parler avec tout le monde. Ça fait chier. En réalité, rien ne fait plus chier l'Empire qu'un mec qui accepte de parler avec tout le monde, et qui dit, je choisis avec qui je parle. Parce qu'il y a toujours un mec qui va dire, non, non, tu sais, tu ne dois pas le parler avec lui, c'est un facho. Moi, quand je suis allé à Montfermeil, non pas Montfermeil, je suis allé au Val-Fouré, qui était quand même le truc dangereux, je suis allé parler devant 400 personnes, en disant, voilà, et je disais déjà, je suis sympathisant Front, voilà, tout seul, je suis allé tout seul, parce que je venais même avec 20 mecs. Quand tu vas au Val-Fouré, il faut que tu viennes avec 3000 flics, si tu veux jouer les machins. Donc je dis, autant que je vienne tout seul, je passerai pour un mec courageux. Donc je suis venu tout seul au Val-Fouré devant 400 mecs. Tu peux repartir en petits morceaux, hein, si ça se passe mal, hein. C'est quand même, c'est pas de la rigolade, t'es à Mantes-la-Jolie, au Val-Fouré, c'est comme être au Bosquet, à Montfermeil, quoi, tu vois. Et ben, j'ai parlé avec les mecs, ça s'est très bien passé. Et à un moment donné, j'ai eu deux petits enculés de trotskistes libraires, qui, comme ça se passait trop bien, ils ont sorti un bouquin qui était de moi, jusqu'où m'attendait ça, ils disaient, regardez comme ils parlent des IVA et des immigrés, de l'Algérie, etc. Et il lit des extraits, en espérant que je me ferais lyncher, parce que les mecs, attention, hein, ils peuvent pousser les autres au lynchage, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, si tu veux, là j'ai fait front, sinon si je me sauvais en courant, je dis, il fallait que j'assume. J'ai dit, mais attendez, je parle des IVA, des délinquants, vous pensez que les gens qui sont là, ce sont tous des IVA et des délinquants? Voilà, et que ce sont des Algériens, non, ce sont des Français, etc. Alors ça s'est retourné, et du coup d'un seul coup ça s'est retourné, et les deux libraires à cheveux longs, machin, qui avaient essayé de me faire lyncher par 400 mecs, en pensant les manipuler comme des abrutis et des bamboulas, tu vois, en disant, ils sont cons, tu vois, c'est des saignants, enfin, le bon mépris raciste, tu vois, bien classique. Quand ils ont vu que ça se retournait contre eux, ils ont dit, de toute façon il n'est pas question qu'on discute plus longtemps avec des fascistes, et ils se sont carapatés. Et là je leur dis, vous avez de la chance que je sois pas comme vous, parce que si je veux, moi je vous fais manger, hein, c'est-à-dire que je vous bloque et je vous fais défoncer. Et je dis, sauvez-vous. Ne faites pas croire que vous ne voulez pas discuter avec les fascistes, vous avez loupé votre coup et vous avez tort que ça se retourne contre vous. Voyez, et ça, c'est typiquement le moment où le mec se fait choper, ce qui est assez agréable. Et j'aimerais bien que ça arrive. Tu vois, qu'un jour Bernard-Henri Lévy vienne donner des leçons d'antiracisme à des mecs et qu'il pas de le battre, parce qu'il ne faut pas être violent. Mais la tarte dans la gueule, ridicule, enfin tu vois, le tondre, comme les femmes qui couchaient avec les Allemands. Bernard-Henri Lévy chauve, il ne peut plus se montrer. Hein. Là, on voit la tête qu'il a vraiment, une vieille poule comme ça. Voilà, donc dans cette histoire de résistance, Le Pen, Dieudonné, Kémy Séba, s'il voulait un peu savoir ce qu'il veut en venir, parce que le problème c'est qu'il change de discours tous les 15 jours, il est un peu jeune, mais même il est courageux, c'est déjà pas mal, et il a envie de résister, et il a identifié l'Empire, il dit bien, il a arrêté d'agresser les Blancs, on voit que son discours est bon, c'est un peu encore confus. Moi ce que j'appelle la gauche du travail et la droite des valeurs, hein, j'appelle ça comme ça, dans la droite des valeurs je mets la vieille bourgeoisie catholique française, mais aussi les musulmans patriotes. Qui dit on n'a pas vocation à être des délinquants noirs américains du ghetto, à vendre du crack et à porter 8 kilos de chaîne en or dès qu'on a fait un peu d'oseille. Il faut voir la vision que les médias officiels propagent des négros américains. Je veux dire, si c'est pas... Imaginez que ça correspond exactement à la caricature du juif dans les années 30 au niveau de la violence. Le mec avec le pif qui tient une planète. Là on voit un mec avec un nom à la con genre Mr. T, il a toutes les dents en or, il est tatoué de partout. Il a 30 kilos de chaîne autour du cou, ce qui veut bien dire quand même le truc, de l'or, de la chaîne là, et il a 2 putes et un cabriolet. L'image qui est véhiculée, normalement, si les mecs étaient moins cons, ils devraient faire des procès, tu vois, pour injure raciale, discrimination, etc. C'est honteux, tu vois. Or, c'est l'image qu'il y a dans tous les clips. Hein. Et les mecs en plus, ils ont l'impression qu'ils sont fiers de ça, tu vois, genre quand même, t'as vu, c'est nous, et on a des grosses bites, t'as vu, pauvre con, enfin tu vois, voilà, malheureusement, la naïveté étant sans limite, tu vois, voilà, je vous parle pas de, pareil, on a mis en ligne récemment, vous le regarderez sur le site, l'image des musulmans dans le cinéma hollywoodien, on l'a mis en ligne, c'est 3 heures. Il n'y a pas un moment donné où un musulman et un arabe est un mec bien dans un film depuis les années 20 aux États-Unis. C'est systématiquement un connard sanguinaire, un mec qui frappe les femmes, un dingo, un égorgeur, le mec il a toujours... Avant il y avait le bolchevique, le couteau dans la bouche, il a pratiquement tout de suite le schlass. Comment voulez-vous que les gens n'aient pas peur déjà des arabo-musulmans, effectivement, et qui joue à ce jeu-là, et comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y ait pas une plainte pour racisme, discrimination? Là vous faites ça avec un homosexuel, vous mettez une folle dans un film... comme on faisait encore dans les années 70, comme on était homosexuel, vous avez tout de suite une ligue de vertu, etc. Il serait temps, à la limite, ouais, que tout ce boulot-là se fasse. Quoi. Hein, et donc, résistant, alors au niveau des résistances extérieures à nouvel ordre mondial, les rapports étant ce qu'ils sont aujourd'hui, les gens qui résistent, il n'y en a pas 36. On voit qu'il y a en numéro 1 pour moi la Russie depuis Poutine. Effectivement, il y avait eu un projet avec Gorbatchev puis Elstine de dépecer totalement la Russie au service de l'Empire mondialiste, etc. Il se trouve que Poutine, qui a été nommé par les oligarques, qui est un ancien mec du KGB, a joué le jeu très subtil de fermer sa gueule, et au moment où on lui a donné les clés du camion, le flingue, il a retourné contre ses mandants.
Et il est en train de remonter un peu la Russie. C'est pour ça qu'il est de plus en plus diabolisé et détesté par les mêmes intellectuels qu'on voit toujours. On se dit, tiens, pour ça, pourquoi Bernard Lévy déteste Poutine, pourquoi ils disent... Alors que quand même, l'espérance de vie était tombée à 52 ans en Russie, il a doublé les salaires des fonctionnaires et des militaires, et il est haï comme un fasciste. Ou je sais pas quoi, on le hitlérise de plus en plus. Parce qu'effectivement, il n'est pas dans la gouvernance globale, il est plutôt dans le monde bipolaire, il a plutôt échappé à ça. Donc effectivement, il y a Poutine qui résiste, il y a Chavez, en Amérique latine, qui a repris un peu le flambeau de Fidel Castro, qui est un peu fatigué, etc. On voit bien les mecs pareils diabolisés toute la journée par les médias, etc. Et puis il y a l'Iran, il y a l'Iran, la République islamique d'Iran, qui résiste aussi. Je vous parle des gros morceaux, quoi. Et comme par hasard, c'est les trois salopards de l'axe du mal, effectivement, mais eux résistent à la